merci. Donc, ouverture de la séance, donc désignation d'une secrétaire sans surprise. Je vous propose Lucie Delacruz, s'il n'y a pas d'opposition, mais tout attaqué, l'appel. Voilà. Angèle Fauveau. Présente. Catherine Molisson. Antoine Rousseau. Présent, bonne année. Mireille Schneider. Hélène Lavergne. Présente. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Branet. Présente. Patrice Quéroche. Présent. Ariane Caro. Présente. Céline Lecombe. Présente. Lucie Delacruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Brun. Angélique Robossol. Présente. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessel. Valérie Martin. Présente. Estelle Villanova. Alors, Karine, elle est arrivée. Les emplois de la les emplois de les pouvoirs, Laurent Posa donne le pouvoir à Ariane Caro. Bonsoir. Romain Hernandez donne le pouvoir à Céline Lecombe. Stéphane Delacre donne le pouvoir à Pilar Chalessin. Et Sabine Bourra est absente. Très bien. Vous voyez que nous avons le quorum. Nous allons passer à l'approbation du précédent conseil, du PV du précédent conseil. Qui est contre pour le PV? Contre. 4 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Donc ce soir, nous n'avons pas de vote, mais c'est surtout prendre acte donc, dans la procédure de la révision du PLU, du PADD, qui a une petite modification. Donc juste pour rappel, je vais vous donner un peu les étapes, parce que c'est vrai que même nous, des fois, on s'y perd avec ce PLU. Donc sur les étapes d'avancement, donc, il y a eu le lancement de la procédure, donc phase de diagnostic qui a été faite en décembre 2020 et en mars 2021. Nous avons fait la présentation du projet, élaboration du PADD, donc avec des ateliers et des élus, donc le 15 mars et le 17 juin 2021. C'est là où nous avons reçu notamment les agriculteurs du village pour récolter un petit peu leurs demandes en fonction de leur futur projet. Nous avons fait une présentation du PADD donc, au PPA le 7-9 de septembre 2021. Nous avons fait un échange avec toujours les PPA, donc le SCOT, la DDTM, sur le projet du PADD en automne 2021 et en hiver 2022. Nous avons organisé le premier débat du PADD au conseil municipal le 2 mai 2022. Entre-temps, nous avons eu la grande surprise d'être dans l'obligation de faire l'étude de ruissellement ex aequo. Donc cette étude a comporté plusieurs étapes dès 2023, elle s'est faite en 2023 et 2024. On a eu l'avis définitif de cette étude pour pouvoir l'introduire dans le futur PLU, donc la validation de la DDTM, en date du 7 novembre 2024. Vous voyez, c'est assez récent. Donc ce soir, nous débattons du PADD au conseil municipal sur les modifications du PADD, donc de la première présentation. Et après, nous aurons débattu ce soir là-dessus. La suite sera donc un arrêté du projet du PLU 2 mois minimum après ce soir, donc aux alentours de mars 2025. Il y aura une transmission donc, pour avis au PPA. Alors, le PPA, ce sont les personnes publiques associées, pour les personnes qui savent pas, c'est le SCOT, la DDTM, le service de l'État. Donc le délai est de 3 mois maximum à côté de ce dépôt. Donc au service, la saisine du commissaire enquêteur donc au tribunal administratif qui va donc nous désigner un commissaire enquêteur juste après. Il y aura donc après un arrêté d'ouverture de l'enquête publique plus publication officielle. Après nous aurons l'enquête publique organisée par la commune, la durée sera à peu près entre 1 et 2 mois en fonction, 2 mois c'est maximum, minimum c'est 1 mois. Puis nous aurons une modification éventuelle pour tenir compte des différents avis suite aux résultats de l'enquête publique. Et enfin, un jour, nous aurons la délibération du conseil municipal approuvant la révision de ce PLU. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de procédures dont on est obligé de
peut pas s'y soustraire, et voilà, et tout ça c'est dans la temporalité, c'est relativement long. Donc ce soir, il s'agit effectivement de débattre sur les modifications effectuées sur le précédent PADD que nous avons présenté à la date que j'ai dit, le 2 mai 21, c'est ça? 22, ouais, merci. Donc, je vous rappelle, donc, aux membres du Conseil, que par délibération en date du 5 novembre 2020, nous avons donc prescrit la révision du BLU et que le projet d'aménagement et de développement durable, donc le PADD, a été débattu initialement en Conseil municipal lors de la séance du 2 mai 2022. Voilà. Le projet d'aménagement et de développement durable est un outil stratégique qui doit tenir compte des enjeux environnementaux, notamment ceux liés aux risques naturels, dans ce contexte de réalisation d'une étude communale de ruissellement, a permis de mieux comprendre et évaluer les risques associés au phénomène de ruissellement pluvial sur le territoire. Cette étude, validée en date du 7 novembre 2024 par les autorités compétentes, a conduit à des modifications importantes sur le PADD afin de prendre en compte ces risques et d'adopter des mesures d'aménagement et de prévention adaptées. Donc, les risques de ruissellement peuvent engendrer des inondations, conseils localisés, des dégradations des infrastructures, ainsi que des menaces pour la sécurité des populations et la préservation des espaces naturels. Afin de limiter ces impacts, des ajustements ont dû être effectués. Et c'est ce soir que nous allons vous présenter ces aménagements qui ont été faits suite à cette étude de ruissellement. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous en posez, n'hésitez pas. On y va. Donc je déroule au fur et à mesure. Alors, peut-être pour ceux qui ne voient pas, mais c'est un peu loin. C'est devant? Oui, vous décalez un peu. Ok, donc état d'avancement, donc à grand axe et éléments modifiés. Donc état d'avancement, je le disais tout à l'heure, je faisais donc un rappel, donc le diagnostic en 2020, en mars 2021, le projet communaux, donc printemps 2021 et mai 2022. Donc les ateliers, je ne reviens pas dessus, je viens de le dire en préambule. C'est un rappel un petit peu de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Donc, les grands axes et éléments modifiés. Dans les axes, nous avons trois axes. Le premier axe, c'est de programmer un développement urbain maîtrisé et équilibré. Donc, maîtriser la connaissance démographique, la croissance démographique, pardon, de permettre la réalisation des parcours résidentiels et de modérer la consommation d'espace. Ça, c'est le premier axe. Le second axe qui a été identifié, c'est de renforcer l'attractivité du territoire en préservant son authenticité et son cadre de vie. Donc, c'est renforcer le dynamisme économique local et développer les emplois sur la commune, préserver et valoriser les richesses naturelles et patrimoniales garantes d'un cadre de vie de qualité et génératrice d'une économie touristique, et anticiper les besoins en équipement et en infrastructure de transport. Et l'axe numéro 3, c'est mettre l'environnement au cœur du développement, donc maintenir et conforter les éléments constructifs de la trame verte et bleue, promouvoir un urbanisme soutenable, intégrer la gestion des risques et nuisances dans le choix de développement. C'est des choses à faire déjà qu'à ajouter. On fait ça avec Richard, hein, tous les deux. Donc nous sommes sur le second débat du PADD portant uniquement sur les éléments modifiés, sur ce que je disais, donc à horizon 2034, parce que vous savez c'est toujours une horizon à 10 ans, et nous avons des chiffres pour avoir un indicateur qui ont été mis à jour, donc là sur l'INSEE 2020, et je vous rappelle le diagnostic. Donc l'axe 1, les orientations, ce qui est en rouge, c'est ce qui a été modifié. Donc la croissance de 1% par an, en prenant les chiffres INSEE de 2020, nous amènerait à horizon 2034 à 3393 habitants, soit 441 habitants supplémentaires par rapport à 2020. Oui. Par rapport au précédent PDA, nous étions à 1,2% initialement prévu, avec ça représentait 509 habitants supplémentaires. Alors bien sûr, c'est une prévision, hein, pour ça. Voilà.
L'orientation numéro 2, donc sur l'action 1, en compatibilité avec les orientations du SCOT Sud-Gare, le projet du PLU permet de tendre vers l'accueil d'environ 210 logements d'ici 2034. Là, c'est pareil. On avait 260. Voilà. Ce qui était au précédent, c'était 260 logements environ, et ça nous a descendu à 210 logements environ. L'orientation, alors tout ça sont des chiffres, encore une fois, c'est hypothétique, hein, parce que c'est pas dit qu'on y arrive. L'orientation numéro 3, donc rappel du diagnostic, mise à jour des consommations passées. Donc, action 1, environ 25,4 hectares d'espace naturel et agricole consommés entre 2014 et 2024. Ainsi, un potentiel d'environ de 130 logements a été identifié au sein de l'enveloppe principale et de 2 hameaux secondaires. Ce dernier représente environ 5,79 hectares mobilisables en densification et réinvestissement avec rétention. Et nous étions sur le précédent à 6,3 hectares. Donc nous avons une baisse aussi. L'action 2, en conséquence, en complément de la densification de l'enveloppe bâtie, le projet du PLU a pour but de permettre le développement d'un secteur représentant environ 3,22 hectares. Au lieu de 4,9 hectares. Aussi, ça alors attends, parce que je descends. Donc du coup, je suis en même temps que vous. Voilà, donc les EOU, donc secteur du centre-bourg, ce dernier doit permettre l'accueil d'environ, donc c'est le projet des EOU, d'environ 80 logements. Si vous avez des questions, je prends. Toujours pareil, sur l'orientation 3, donc le projet communal permet l'urbanisation en réinvestissement urbain à vocation d'habitat, parcelle supérieure à 2500 m², secteur de l'Oreille, 1,32 hectares, pardon, hectares, oui. En extension à vocation d'habitat, environ 3,22 hectares sur le secteur des EOU. Donc c'est-à-dire que sur les 5,9, il y en a 3,22 sur les EOU et 1,3 sur le secteur de l'Oreille. D'accord? Le secteur de l'Oreille, c'est la zone artisanale. Ben c'est l'ancien stade dans ce secteur-là. En extension à vocation d'équipement, donc environ 0,89 hectares, donc ça n'a pas changé, c'était les constructions à destination des services techniques et équipements sportifs et de loisirs, plein des sports et des équipements sportifs sur l'argile. Environ 3,86 hectares d'installations légères à vocation d'équipements sportifs et de loisirs, donc c'est pour la plaine des sports. Ça, nous avions communiqué là-dessus, nous avons le projet d'une plaine des sports et qui prendrait à peu près 3,86 hectares, et ça n'a pas été modifié. Soit un total d'environ 9,29 hectares contre 25,4 hectares au cours des 10 dernières années, soit une réduction de l'ordre de 60% des surfaces artificialisées. Puisque là-dedans, quand on parle de surface artificialisée, de façon que tout le monde comprenne, ce n'est pas uniquement des constructions d'habitation. Et sur le précédent PPV, nous étions à 14,6 hectares. Voilà, donc là aussi, une baisse importante. Donc l'axe 2, orientation 1, donc action 1, donc suppression du secteur d'extension d'environ 1,5 hectares à l'entrée sud de la zone destinée à l'installation d'activités d'hôtellerie et d'activités tertiaires et de services. On vous montrera tout à l'heure sur les cartes, et c'est sur la route, juste après le dernier terrain de la zone artisanale, sur la route de Galard. Sur le précédent PPDA, nous avions, PADD, pardon, nous avions imaginé un secteur d'1,5 hectares où on pourrait faire des activités commerciales en façade de départemental. Mais suite à l'étude de ruissellement, ce n'est pas possible puisque cette zone étant le ruissellement est très impacté. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est suite à cette étude que nous enlevons toutes ces zones. L'orientation 3, c'était l'ajout de donc permettre l'installation d'une aire de camping. Alors ça, par contre, c'est un ajout parce qu'on a oublié de mettre.
sur la partie nord-ouest de l'Argilier, une aire de camping-car. Il y a un projet qui va arriver pour faire un pôle multimodal sur le secteur de l'Argilier en bas de la future école, puisque l'arrêt de bus qui est ici sera enlevé. Pour information, on a appris qu'il passait 33 bus en période scolaire devant la mairie, ce qui est un gros souci pour les chauffeurs qui n'arrivent plus à circuler. Puis on le voit bien nous tous les jours quand on est sur le village, c'est un vrai souci. Donc on est en train avec la région d'aménager, on est en train de travailler dessus et la CCRDV d'un pôle multimodal où il y aura, les bus seront en contrebas de l'Argilier, un peu en face là où il y a la nouvelle école. Et donc du coup on a installé, on va voir si on peut faire une petite aire de camping-car de 5-6 places, puisqu'il y a une vraie demande de plus en plus, et d'autant plus que le monde veut tourner au V vers le tourisme, ça va dans ce sens-là. L'axe 3, orientation, donc ajout de permettre le long du Vidourle, en zone Natura 2000, la réimplantation d'arbres en lien avec le PTB Vidourle et l'aménagement d'un gîte à chauve-souris. Il y a grenouilles, il y a insectes, il y a animaux divers. Donc ça, ce sont des choses que nous n'avions pas mis sur l'ancien PADD parce que c'était trop tôt à l'époque, on ne savait pas où on allait, et bon, comme ça, tous ces projets ont avancé, donc on le met aujourd'hui. Orientation 2, article 3 toujours, donc ajout de encourager le développement des énergies renouvelables. Et là, c'est pareil, on a discuté plusieurs fois sur le territoire, et notamment l'installation de panneaux photovoltaïques au sol en lien avec le fonctionnement de la STEP existante. On en avait déjà discuté en conseil, mais là, il faut le rentrer dans le PADD et dans le futur PLU. Je le redis pour information, la consommation électrique est très importante, depuis que vous connaissez tous les augmentations que nous avons eues, malgré que notre société, notre prestataire, merci, Suez, nous permet de faire 11% d'économie sur la STEP. En tout, on avait payé 45 000 € d'électricité au lieu de 12 000 par an. L'augmentation était très importante. Donc c'est là qu'on a imaginé de pouvoir faire une ferme photovoltaïque uniquement pour la consommation de la STEP. Voilà, une autoconsommation qui sera amortie sur 2 ans et demi. C'est très intéressant de le faire, mais par contre le PLU ne nous permettait pas. On a été obligé de faire des modifications et là on va rentrer puisqu'on a avancé aussi sur ce projet. De toute façon, on va faire des économies pour la commune dans le futur. Ce sera juste sur la zone de la STEP ou bien sur tout le territoire de photovoltaïque au sol? Alors là, le photovoltaïque au sol, sur le PLU, on va le permettre sur plusieurs zones du territoire. C'est un peu en contradiction avec l'utilisation des sols. Vous avez marqué à plusieurs endroits. Il fallait des petites parcelles. Alors, effectivement, il faut des petites parcelles, mais si on doit poser du photovoltaïque aussi, est-ce que ça va être... En fait, on va retirer la mention qui existait dans le PLU actuel qui mentionne l'interdiction du PV au sol. Oui. Ça ne veut pas dire que ce sera autorisé partout. Non. Le reste de la législation s'applique. Donc, sur des problématiques d'inondation, d'artificialisation des sols. Des parcelles de 300 mètres carrés ou même 250 mètres carrés, s'il faut mettre du photovoltaïque, ça va créer certainement des soucis. Il faut, encore une fois, Madame Chalessor, on retire la mention parce qu'on a eu plusieurs projets de particuliers, par exemple à l'intérieur de chez eux, qui auraient voulu mettre des panneaux au sol, etc., qui n'ont pas pu le faire à cause de cette réglementation qui est dans le PLU. Donc on va retirer ça. Ça ne veut pas dire qu'on va autoriser des projets de photovoltaïque partout, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de retirer des contraintes aux endroits où c'est faisable. C'est pas de... Parce qu'à partir du moment où ça, c'est écrit dans le PLU, on n'a pas le droit d'autoriser des projets contre le PLU. Oui, alors que à l'inverse, si ça ne figure pas dans le PLU, on peut très bien interdire des projets sur certaines contextes PLU. Les autres lois s'appliquent. Donc, oui, c'est au niveau de l'instruction du permis. Tout à fait. Mais l'objectif, c'est... Il n'y a pas de risque de recours, justement. Encore une fois, il s'agit simplement de retirer une mention qui est absente de la plupart des PLU des communes d'Occitanie. Et alors, il y en a certaines qui l'ont, mais très très peu. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit juste de s'ajuster avec ça. Ça nous permettra de faire la STEP, ça permettra à certains petits projets à l'intérieur, encore une fois, des installations privées, complètement privées, qui ne soient pas visibles de l'extérieur de se faire. Et dans tous les cas, ça se fait en accord avec les ABF, la réglementation, etc. Il
C'est un verre putain de l'autoconsommation surtout. Hein. Et alors l'autoconsommation, c'est de l'autoconsommation en plus qui se fera de façon collective. Donc, vous savez que depuis 2014, à l'époque où vous aviez autorisé la construction du parc photovoltaïque, la législation elle a aussi évolué puisque l'autoconsommation collective n'était pas possible. Ce qui oblige les gens du parc photovoltaïque à vendre l'intégralité de la production électrique. Aujourd'hui, ce qu'on a le droit de faire, et c'est ce qu'on ne se privera pas de faire avec la commune, c'est non pas de vendre tout ce qui sera produit à la STEP, mais d'abord de consommer tout ce qui est disponible, si on en a besoin pour la STEP, et puis s'il y a un surplus, on le vend. Mais ça, avant, ce n'était possible que pour des individus, que pour des privés, pour vous, pour moi, si on a ça sur notre voiture. Aujourd'hui, c'est possible à l'échelle d'une commune. Ça veut dire que ce que vous produisez à l'école, vous pouvez le consommer à la STEP, et réciproquement. Et ça, c'est incroyable pour nous, parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus autonomes en termes de consommation électrique. Et cette autonomie, elle veut dire à la fois des réductions budgétaires, Angèle en a parlé, mais aussi une plus grande résilience en cas de forte variation des prix, comme on l'a vu il y a 2 ans avec la crise en Ukraine, etc. Donc c'est complètement dans l'intérêt de la commune d'avoir ses propres ressources pour ne pas dépendre des autres, que ce soit EDF, Marcoop, Enedis ou d'autres. Merci. Hop, donc ici, nous avons la cartographie qui nous parle un petit peu de ce que je viens de dire. Elle n'est pas super lisible, mais en tout cas, on voit les secteurs. Vous avez dû le voir sur ce qu'on vous a donné. Hein. Et ça sera visible de toute façon sur le site internet et dans les documents classiques officiels. Donc là, sur les éléments ici, donc, on a enlevé sur l'ancien PADD, alors en bas il y a marqué masse de Noulis, c'est une erreur. Chaque fois c'est le quartier, donc c'est le. Voilà. C'est pas ce Ouais, non, c'est le. En fait là on parle de c'est une première, c'est marqué dessus. C'est de l'Argélie. C'est le masse des gonds et des pontes, pardon. Donc comme les pontes, le projet est sorti, hein, même s'ils n'ont pas attaqué de construire, en tout cas, ils ont le permis, ça a été supprimé. Ainsi que le stade des Amandiers. Et à côté du stade des Amandiers, là. Voilà. Celui-là, les deux des grands terrains qu'il y avait, il y avait une OAP dessus, et l'OAP était retirée. Voilà, et puis vous avez ce qui était retiré au-dessus, mais c'était le secteur, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'oreille, là où on avait imaginé qu'il y aurait cette partie-là, qui aurait des. Sur la route de la zone artisanale est là, donc on a la route des Galards et la route de où on avait imaginé de faire ces terrains, où on avait imaginé qu'il y aurait des commerces à faire, ou des entreprises type hôtellerie, etc. Mais comme c'est impacté par le ruissellement, par l'étude de ruissellement, on les sort, on ne peut pas faire quoi que ce soit dessus. Ça reprend tout simplement sur les schémas ce que je vous ai dit. Là, on est pareil, si ce n'est qu'on a identifié plus la partie ici, c'est l'EHPAD est là, et donc là, cette grosse patate qui a été mise ici. C'est les parties où on doit, je disais tout à l'heure, faire le pôle multimodal. Alors c'est une grosse patate parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait à droite à gauche. Et la partie du haut, si on doit faire des bâtiments à vocation culturelle ou sportif. Voilà. Mais donc là sur le PADD, c'est identifié par une patatoïde, comme ils disent, parce que techniquement, on ne sait pas exactement où ça sera positionné. Voilà pour ça. Ça c'est donc la STEP, c'était pour identifier sur la carte où c'était, donc la STEP est ici, donc des panneaux solaires, ce qu'on parlait juste un instant. Ça sera sur ce secteur ici. Sur le bas de l'oreille. C'est pour ça dans la circulation. Non, ouais, ça c'est la trame sur le renforcement de la circulation douce, c'est le support de la biodiversité, donc ce qu'ils appellent les trames bleues et les trames vertes. Vous voyez ici, là, c'est fléchage, donc c'est des trucs un petit peu techniques. Avec à côté des codes, alors on ne voit pas bien, mais vous avez les codes de vue par rapport au château. Hein, puisqu'en fait, avant, en ce qui concerne les ABF, ils prenaient le château, en fait, tous les sites qui étaient remarquables ou classés, ouais, merci. Et ils faisaient un périmètre de 500 mètres autour, c'était contraignant.
Seulement, c'est un peu, pas tout à fait techniquement très bien, parce que par moment, on s'apercevait que 500 mètres, des fois, on ne voyait pas le château, ni de chez l'administré, ni du château. On voyait la maison, et ça contraignait pour rien. Donc avec les ABF, Richard, avec certains élus et certains administrés, ont fait plusieurs jours de balade dans les bois avec les deux personnes des ABF pour faire ce qu'on appelle des cônes de vue, qui donnent des contraintes mieux adaptées, mais des fois qui sont plus importantes que ce qu'il y avait avant. Parce que c'est vraiment, en fait, ils sont positionnés à un endroit, donc voilà, là on voit le château, on voit la chapelle de Saint-Nazaire, on voit tel site, et sur cette seconde de vue-là, il ne faut pas qu'il y ait certaines constructions, telle hauteur, etc. Voilà pour ça. Et voilà pour cette présentation. Maintenant, je peux répondre aux questions. Pour répondre aux questions, on peut vous poser des éléments éventuellement. Si vous avez des questions. Oui. Donc le 1% là, dont on a parlé au début, ça se positionne comment par rapport aux chiffres autour de nous, le SCOT, la région, ce qu'il y avait avant dans le village, etc. Alors, avant qu'il y ait le SCOT, on était aux alentours des 3% d'augmentation de la population de la commune. Avant le SCOT, c'est-à-dire quelle période? Le SCOT a été approuvé en applicable en 2020, hein, et de mémoire, il a été approuvé en 2019. Oui, c'est vrai, c'était en décembre 2019. Et 2020. Et maintenant, après le SCOT, effectivement, nous donne des contraintes. Alors, il donnait des contraintes à 1%. Nous, au départ, on était plutôt sur un 2 parce qu'on dit qu'il y a des choses qui sont quand même assez compliquées. Parce qu'on dit, vous dites 1%, mais sur la réalité, on va voir 1,2. Les autres communes s'y sont attelées aussi. Donc, il y en a certaines qui refont des révisions par rapport à ça. Et aujourd'hui, finalement, la petite étude de ruissellement et tout ça, avec le recalcul qu'il y a eu, on se retrouve, on est en conformité avec le SCOT. Même si on avait une dérogation du SCOT qui nous disait, bon, à 1,2, on peut vous l'accepter de manière exceptionnelle. Voilà. Mais donc, on passe de 3% finalement avant le SCOT. Oui, on réduit. Si on le disait là, sur la présentation, entre ce qui a été consommé et ce qui doit être consommé et ce qui sort dans le prochain PLU, c'est 60% de moins. Alors après, dessus, c'est greffé des choses qui n'existaient pas avant. Hein. Le ruissellement, le ruissellement depuis 2015, il existait. Mais ils ont demandé, les services de l'État ont demandé à ce qu'on fasse une étude. Et d'ailleurs, c'était un gros souci pour nous sur la commune, puisque sur la zone d'activité de la zone de l'oreille, merci, artisanale, vraiment là, ils sont très impactés par le ruissellement. Il y avait d'ailleurs le patatoïde ex-aequo était énorme. Et en faisant cette étude, ça nous a permis d'affiner pour pouvoir sortir des terrains qui étaient pas impactés par le ruissellement, et d'autres sont malheureusement très impactés par le ruissellement. Et d'ailleurs, dans le PLU, c'est pour ça que ça réduit la surface. Il y en a certains qui n'ont rien, il n'y aura rien. Ils vont sortir du PLU. Parce que les services de l'État ne veulent plus que les communes, ils ont bien raison, prennent des risques, que ce soit dans les zones PPRI, dans les zones de ruissellement. Alors c'est sûr que c'est embêtant parce que des personnes qui avaient des terrains qui étaient constructibles ou qui avaient, que ce soit en zone artisanale ou en zone urbaine, qui se retrouvent aujourd'hui à leur dire de vous pouvez plus rien faire. Bon, mais c'est la triste réalité, voilà. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un vrai souci. D'autres questions? Bon. Si moi j'avais une question par rapport à la zone qui est au-dessus de la zone artisanale. Quand on est sur la route de Galard, la partie qui est à gauche, cette zone est devenue, était en zone constructive, mais du fait de la qualité des sols, elle était inconstructible. Et il avait été justement prévu de pouvoir amener le tout à l'égout et d'écurer le tout à l'égout dans cette zone, puisqu'elle est équipée aussi bien en électricité qu'en eau, de pouvoir libérer donc des terrains. Cette zone, alors, c'est au-dessus de Loiseleur, de Loiseleur vers. C'est pas là où M. Mercier, là au croisement? Non, à gauche, justement, quand on rentre par c'est à droite. Et toute cette zone-là, qui avait été déjà prévue avec la municipalité de 90, où ils avaient justement équipé toute cette zone en eau parce qu'ils voulaient la libérer. Après, oui, après il y a eu une interdiction sur le dernier PLU, je crois. Dans le dernier PLU, il y a eu l'étude des sols qui interdisait justement d'installer des fosses septiques. Mais parce que les sols n'étaient pas c'est la qualité des sols. Par contre, là, il y a énormément de grandes parcelles
tout est équipé sauf le tout à l'égout qui n'est pas loin maintenant, qui est la nouvelle station d'épuration, et c'est dommage qu'on n'en parle pas du tout dans le PADD. Parce que là, c'était une zone facilement constructible et facile à équiper, et ça libérait énormément de terrain. Ouais. Mais Mais même sur l'ancien, sur le premier PADD, qu'est-ce qu'on n'est pas enlevé? il y en a qui ont sauté, oui. Oui, il y a une partie qui a sauté. Bon, déjà, techniquement, pour emmener le tout à l'égout là-bas, c'était quand même compliqué. Et au-delà de ça, effectivement, on a eu un petit souci, puisque sur cette zone-là, il y a une interdiction effectivement de construire suite à une étude de sol. Oui, c'est ça. Une étude de sol que malheureusement, nous n'avons jamais trouvée. Ici à Guéron, on ne l'a pas trouvé, et on l'avait demandé d'ailleurs à l'ancien DGS pour voir si elle y était, et on ne sait pas où elle est. Ça a été imposé par la DDTR. Moi, je ne dis pas que c'était imposé par la DDTR, mais je dis, vous nous dites qu'il y avait une étude, et je l'entends maintenant. Oui. Mais cette étude, le Il y problème. avait la référence sur le PLU. Oui, sur les sur le PLU, PLU, ça en part. effet, c'était. Il y a marqué qu'effectivement, il y a une étude, mais cette étude, ne l'ayant pas trouvée, on avait un problème juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si cette étude, on n'est pas capable de la présenter, c'est compliqué de dire aux personnes du secteur, vous ne pouvez pas construire. Bon, on n'en est pas là. Aujourd'hui, sur le PLU, de toute façon, c'est indiscutible, puisque la qualité du sol ne le permet pas. Oui, mais on n'a pas d'étude, on n'a toujours pas d'étude de qualité du sol. Oui, mais ça valait peut-être la peine de se pencher Mais sur tout ce secteur. secteur-là est fortement aussi impacté par l'étude des échos, et l'enseignement. Oui, ça peut être tout à la colline. Tout ça, c'est rendu constructif de part. En fait, si j'ai bien compris, l'étude de ruissellement, elle impacte cette zone, elle impacte aussi la fameuse zone Mercier, là, dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. c'est la zone. Oui. Et or les Même bien avant, même Voilà. au niveau de l'entreprise vraiment. Or, autant si tout avait été compatible, entre guillemets, faire venir le tout à l'égout pour toute une zone, ça valait le coup. Là, dans la mesure où il y a déjà toute une zone qui est impactée par Execo, qui de toute façon ne pourra pas être constructive, ça augmente largement les coûts marginaux, si vous voulez, liés à cette zone-là pour le tout à l'égout. Et puis par ailleurs, je ne pense pas qu'on ait vocation à autoriser la construction sur des grandes parcelles et sur des petites Non, mais surfaces. justement, aujourd'hui, ce qui est décrit partout, c'est justement faire de la division des petites parcelles. C'est pour ça que je vous dis, il y a des grandes parcelles, il y a un potentiel pour. Oui, mais c'est de l'artificialisation quand même. Oui. Oui, bien sûr. Comme elle se fait ailleurs. Oui, mais là, qui doit se faire de façon. Celle qui se fait en face de la drastique. station, c'est l'artificialisation. Oui, mais ce que vous avez sans doute vu là dans la présentation qui vous a été faite, c'est qu'on est plutôt en réduction. Oui. Voilà. Disons que là, on est arrivé au but qui nous était fixé au démarrage par C'est pour ça qu'on le crée des nouvelles zones. On On crée une nouvelle zone en face de la On ne station. pouvait pas ouvrir On d'autres crée zones. une nouvelle zone, je ne comprends pas. On crée une nouvelle zone où? Juste en face de la station. En face de la station. Dans un des documents que vous avez présenté. Ah, mais ce qu'il y a avant, là, les 25 mètres, je comprends, oui, effectivement, on rallonge là. Oui, mais là, Oui, parce que- on va prendre justement de On va la prendre terre de quoi? agricole pour. De la terre agricole là-bas. Oui. Je crois que vous n'avez jamais fait d'agriculture, madame, parce que si vous allez là-bas, vous allez voir un peu la terre qu'elle est. C'est de la terre agricole, je ne dis pas qu'elle est cultivée, Oui, je dis que oui, c'est de oui. la terre agricole. Non. On prend effectivement sur ce secteur à peu près 1,3 hectares, parce que c'est le secteur qui est justement du village. Alors déjà, pour la plupart, ce sont des terrains communaux. Je sais, on ne fait pas plaisir à certains habitants, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, on est en gravitaire pour l'eau, l'adduction d'eau, on est en gravitaire pour l'assainissement, et là, pour le coup, effectivement, on est très près de la steppe. Alors que le secteur, vous nous dites, la topographie est faite de telle façon, et tout le monde le sait bien, quand on passe dans le creux, on sait où est la steppe, et là, il nous faut des pompes de relevage. C'est pas du tout le même chose. Non, je parle à gauche, je dis bien quand on va, la steppe est à droite, et là on est à gauche. Dans un de vos documents de Verdi, vous Oui, l'avez non, mais je dis, mentionné. non, mais bien sûr. Non, mais ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le Non, je secteur. parle maintenant de celui-là. Oui, non, mais je réponds en même temps sur votre secteur tout à l'heure. On a quand même deux secteurs, deux visions différentes. Deux visions différentes sur un secteur qui est difficilement, où on pense difficilement mettre de l'assainissement, parce qu'il faut des pompes de relevage, etc. Oui, non, ça mérite une étude, je le disais simplement. Oui, Dommage que ce ne soit ne pas vous inquiétez pas. gentil là-dessus. Très bien. D'autres remarques? D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous avons fait ce que nous devions faire pour continuer la révision de ce PLU, c'est-à-dire donc
cette information à l'ensemble du conseil municipal. Moi, il ne me reste plus qu'à profiter pour vous dire qu'il y a les vœux vendredi, mais en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous ici une très très bonne et excellente année 2025. Et nous clôturons cette séance. Merci.